Alors, nous allons accueillir maintenant un membre du premier cercle de l'Institut Iliade. Premier cercle sous-entendu qu'il fait partie des 30 premiers qui nous ont rejoints pour fonder cet institut. Formateur fidèle depuis le début des cycles de formation. Il est par ailleurs ancien élève de l'École normale supérieure, à la différence d'un certain Emmanuel Macron, malgré des efforts répétés, si j'ai bien compris. Ancien officier parachutiste de carrière, cadre dirigeant d'entreprise et professeur de l'école de management et d'ingénieurs, notamment en particulier l'ICEP que vous connaissez maintenant. Donc merci d'accueillir Lionel Rondouin. Bien, commençons par une carte postale. Les protectionnistes sont rances, frileux, repliés sur eux-mêmes, passéistes. Si l'on en croit M. Macron, le protectionnisme est la cause des heures les plus sombres de notre histoire économique. Les années 30, baliverne que tout ça, puisqu'il a été démontré depuis bien longtemps que le protectionnisme a été la conséquence et non la cause de la crise de 29. Des projets d'accord entre l'Union européenne et le Canada ou les États-Unis ont ravivé le débat. Et bien entendu, l'hystérie est totale à propos du Brexit. On va boucher le tunnel sous la Manche. Nous sommes là dans un délire intégral. Nous commerçons avec les îles britanniques depuis 4500 ans. Je veux bien croire à la dérive des continents, mais la Grande-Bretagne ne va pas déraper de 1000 km vers l'ouest. Ce délire est celui de la secte des prétendus sachants qui ont fait du libre-échangisme intégral un article de foi. C'est bien connu, le commerce est doux et pacifique. Or, le commerce n'adoucit pas nécessairement les mœurs des nations et on n'a jamais autant parlé de guerre économique. Mais c'est quand même l'article de foi de la secte. Et comme c'est la seule vérité possible, il n'y a pas d'alternative. On ne peut impunément quitter l'église de bruxellologie. Le traitement des Britanniques par Bruxelles, c'est le traitement ou le jugement d'hérétique par un tribunal ecclésiastique. Ces sachants sont par ailleurs des devins surhumains. D'après eux, le traité avec le Canada produira de manière certaine une hausse de 0,15% du PIB des pays membres d'ici une dizaine d'années. C'est fort, je dirais même que c'est balèze, parce que personne ne sait prévoir pour l'année prochaine la variation du PIB de la France avec une marge d'erreur inférieure à 1%. On voit bien là le côté dérisoire de la prétention de la secte à détenir la science, la vérité unique. La réalité, c'est qu'il y a des alternatives. D'abord, le protectionnisme est utile et justifié dans certains cas. Ensuite, le protectionnisme est tout aussi moderne que le libre-échangisme. Enfin, le protectionnisme n'est pas seulement une stratégie de défense, c'est aussi l'outil de stratégies offensives dans la guerre économique mondiale. C'est un outil de puissance polyvalent. À la différence du libre-échangisme, le protectionnisme n'est pas une idéologie, c'est une boîte à outils dont le praticien politique se sert lorsque c'est nécessaire. Quoi protéger et pourquoi ? Les néolibéraux font du marché l'alpha et l'oméga de la société mondiale, où tout peut être librement échangé en fonction des intérêts immédiats des individus et des entreprises. Alors le premier problème, c'est que nombre d'activités économiques engendrent des externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences néfastes sur des tiers, que ce soit des individus, des groupes ou la société tout entière. La pollution est un exemple d'externalité négative. Le transport de centaines de millions de tonnes de marchandises par des porte-conteneurs est rentable. Le transport par avion de cerises du Chili en France à Noël procure un profit. En revanche, ce sont les moyens de transport les plus polluants qui soient, et il est légitime de réguler ces activités. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais de limiter les externalités négatives environnementales du commerce international lointain. Il est légitime de même de se protéger contre les risques sanitaires. Les scandales de l'industrie agroalimentaire sont dus à la recherche de profits immédiats par des agences économiques au détriment potentiel des consommateurs. De ce point de vue, le CETA avec le Canada pose de nombreux problèmes car les normes sanitaires du Canada ne sont pas les nôtres. Le libre-échangisme ne menace pas seulement notre agriculture, mais peut-être aussi notre santé.
La santé, c'est le bien individuel des personnes. Mais la santé des populations est le bien collectif de la nation et les malades éventuels seront à la charge du système de santé national au détriment de l'économie française. Une autre situation qui légitime une politique protectionniste, c'est le cas où une économie, où il y a un secteur d'activité particulier, subissent une concurrence déloyale. L'exemple classique en est le dumping, qui consiste à commercialiser temporairement les produits en dessous de leur prix de revient pour conquérir des parts de marché. Le plus souvent, l'entreprise qui pratique le dumping est subventionnée par son pays, par son État, dans une logique de conquête. C'est ainsi que la Chine a détruit l'industrie européenne des panneaux solaires en subventionnant ses fabricants. Aujourd'hui, son but stratégique est atteint. 60% des panneaux solaires produits dans le monde sont chinois. Qu'avons-nous fait contre ce dumping ? L'Union européenne a imposé, c'est vrai, une taxe à l'importation, mais en 2013, alors que notre industrie était déjà morte. Retenons cela pour la suite. Être puissant, ce n'est pas seulement agir, c'est être capable d'agir vite. Variante, le dumping monétaire. Un État intervient sur les marchés d'échange pour maintenir le cours de sa devise à un niveau artificiellement bas. Le pouvoir d'achat d'un dollar ou d'un euro surévalué incite les entreprises à se tourner vers les fabricants, les fournisseurs chinois, plutôt que vers leurs concurrents. Autre forme de dumping, le dumping social et environnemental. Un État maintient à un niveau très faible ses normes de droit social, salaire minimal, horaire travaillé, hygiène et sécurité au travail. Les normes de protection de l'environnement sont peu exigeantes. Ici, la concurrence se fait par la dissymétrie des prix de revient. Les concurrents étrangers ne peuvent résister car ils sont obligés par les lois de leur pays à des surcoûts sociaux et de prévention des risques. Le Bangladesh, les Philippines, l'Érythrée sont des champions actuels de cette forme de dumping. L'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, les Philippines pratiquent le dumping environnemental sur des secteurs tels que le traitement des déchets toxiques ou la démolition navale. Je voudrais aussi attirer votre attention sur certains dommages subis par la société tout entière. Une conséquence de la mondialisation effrénée des échanges, c'est l'appauvrissement relatif des individus. Un protectionnisme intelligent protège les individus contre eux-mêmes. Je m'explique. On a promis aux citoyens qu'ils seraient bénéficiaires du libre-échange général en tant que consommateurs. Grâce à la compétitivité prix des fabricants étrangers ou des usines délocalisées, le prix des produits manufacturés importés baisserait et donc le pouvoir d'achat des ménages augmenterait. C'est vrai. Enfin, c'est vrai dans une certaine mesure seulement. Lorsqu'un jean de la marque Diesel est facturé 95 centimes de dollars au départ d'un port asiatique et qu'il est revendu au consommateur final 160 $, ce n'est pas le consommateur qui gagne dans l'affaire. Mais il y a plus. Tout agent économique a deux facettes. Il est à la fois consommateur et producteur. Souvent, le consommateur profite d'une baisse des prix des produits importés, mais en même temps, comme dirait quelqu'un, il subit une baisse de ses revenus en tant que producteur, soit parce que son employeur l'a licencié, soit que plus généralement, il subisse l'érosion générale des salaires dans une économie soumise à une concurrence non régulée. Comme l'a bien dit Jacques Sapir, la mondialisation enrichit les riches des pays pauvres et appauvrit les pauvres des pays riches. Dans les années 60, au début des années 60, un ouvrier faisait vivre dignement une femme au foyer et 2 enfants à Paris intramuros avec un seul salaire. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, un ouvrier parisien chez Citroën gagnait au quai de Javel l'équivalent de 4 500 € au moins il y a 50 ans. Dans les pays développés, les salaires réels stagnent ou baissent depuis 30 ans. L'utilité immédiate du consommateur, c'est-à-dire son gain de pouvoir d'achat immédiat, a engendré sa paupérisation relative en tant que producteur. La baisse des salaires réels entraîne, si on veut continuer à consommer, entraîne une augmentation de l'endettement privé. C'est le problème, le drame bien connu des États-Unis, l'endettement des ménages. Dans un système social à la française, la baisse des salaires réels provoque une demande croissante de budgets de redistribution et d'aide sociale. Il faut donc augmenter les impôts et endetter l'État.
Un mot sur le chômage. Le chômage tue les individus et détruit la cohésion sociale. Le travail n'est pas seulement un moyen de se procurer des revenus, c'est aussi un facteur de lien social et d'estime de soi. Les chômeurs développent davantage de troubles dépressifs, d'addiction ou de cancer que les actifs. Le coût économique du chômage est colossal. À ce seul titre, protéger la société française contre les concurrences déloyales est une nécessité. La Banque de France chiffre à 270 000 le nombre d'emplois perdus en France, rien qu'en conséquence de l'admission de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. 270 000. On accuse les protectionnistes de protéger des activités obsolètes, des canards boiteux. C'est quelquefois vrai, n'en disent qu'on ne vient pas. Mais personne ne met en cause les conséquences de l'internationalisation sur notre capacité à innover, y compris dans les secteurs d'activité dont l'avenir n'est pas menacé. Et à ce titre, lutter contre les délocalisations en particulier, c'est protéger l'avenir créatif de notre économie. Prenons un exemple. Cette fameuse entreprise sans usine que M. Tchuruk, le patron d'Alcatel, avait promue au début des années 2000. Depuis, Alcatel est passé sous contrôle étranger, a été démantelé, il n'en reste que des miettes. Dans cette catastrophe, il y a des causes diverses. Il y a des erreurs stratégiques, il y a des aléas de marché. Mais aussi, délocaliser les sites de production ou sous-traiter, c'est perdre tôt ou tard la capacité d'innovation. Quand on ne garde que les bureaux d'études et qu'on ferme ces usines et qu'on les envoie à l'autre bout du monde, les ingénieurs perdent progressivement la compétence proprement industrielle, celle qui permet de passer de la recherche appliquée au développement et du développement à l'industrialisation, ce qu'on appelle dans le jargon industriel les méthodes. Un département recherche et développement est plus innovant lorsqu'il est adossé à un site de production. À sacrifier ces usines, Alcatel a sacrifié une partie de sa créativité. À telle enseigne qu'en 2012, dans une situation financière dramatique, Alcatel a dû mettre son portefeuille de brevets en gage au clou. C'est tout un symbole pour une entreprise dont M. Tchuruk avait dit que sa vraie valeur ajoutée résidait dans l'immatériel et donc les brevets. Le CEPI est un des organismes français les plus importants de recherche en économie internationale. Dans une étude assez récente, il fait le lien entre le manque de compétitivité de l'industrie française et sa stratégie. De nombreux groupes, comme Renault par exemple, investissent beaucoup en recherche et développement en France, mais peu en machines. Ils privilégient l'étranger pour installer leurs usines, leurs sites de production. Et l'étude du CEPI attribue à cette dissociation entre recherche et production une partie du manque de compétitivité de notre industrie. Nos économies maintenant, globalement, ne sont pas en sécurité. Des pratiques protectionnistes qui visent au maintien des activités de production sont justifiées lorsqu'il s'agit de maintenir cette sécurité des approvisionnements. Nos économies sont trop dépendantes des aléas climatiques, telluriques, géopolitiques, sanitaires qui peuvent entraver le commerce international. Il se trouve que je me trouvais aux États-Unis et au Canada en mai 2003, au moment de l'épidémie de symptômes respiratoires aigus sévères qui a frappé la Chine et Hong Kong. Les quotidiens étaient affolés. Allons-nous manquer de chaussures? Allons-nous manquer de vêtements cet hiver? Les cadres commerciaux et techniques des marques de jeans et de chaussures refusaient d'aller en Chine dans les usines de leurs sous-traitants. Les marchandises déjà produites restaient bloquées dans les ports chinois. Certains aléas sont inévitables. En revanche, à notre époque de zéro stock et de juste à temps dans l'industrie et dans la distribution, il est évident que l'impact de ces aléas est plus important dans une économie mondialisée avec des distances et des temps de transport plus longs. Bien entendu, il faut protéger les secteurs stratégiques de l'économie. On ne peut rester une puissance économique si on n'a plus d'industrie de défense, de transport, d'énergie, de banque, mais aussi une capacité de production, en particulier d'aciers spéciaux. Et bien entendu, la nation doit maîtriser son indépendance alimentaire. À ce titre, il est légitime de protéger ces secteurs contre des concurrences déloyales ou des prises de contrôle par des intérêts étrangers. Nous avons assisté sur Alstom Energy à un hold-up. Il faut aussi, autant que nécessaire, protéger les entreprises contre leurs propres dirigeants.
Ces capitaines qui quittent le navire les premiers et sont rémunérés comme chasseurs de primes pour dépecer les entreprises, les tchuruks, les crons et tant d'autres. Nous avons en France de si grandes écoles, mais de si faibles élites. Je voudrais vous rappeler que toute la théorie du libre-échangisme est fondée sur les postulats de l'économiste Ricardo. Les nations, dit Ricardo, disposent d'avantages comparatifs qui leur permettent de se spécialiser sur des secteurs d'activité où elles sont performantes. Elles augmentent leur production. Hop là. Il manque tout un morceau, là. Ouh. Qu'importe. Non. Qu'importe. Les nations disposent donc d'avantages comparatifs. Elles se spécialisent sur leur secteur d'excellence et proposent à l'export les produits qu'elles savent faire le mieux. Bon, bien entendu, elles achètent auprès de l'étranger, auprès d'autres nations, ce qu'elles cessent de produire. C'est le principe de l'échange croissant basé sur la spécialisation. Et pour que ça fonctionne, il convient bien entendu d'éliminer tous les obstacles à la libre circulation des marchandises. Vous avez tous appris ça, l'ennui c'est que c'est faux. Ce qui garantit la richesse et surtout la pérennité des puissances économiques, ce n'est pas la spécialisation, mais la complexité des économies. Une économie complexe est une économie qui produit, qui exporte et qui importe de tout sans dépendre excessivement d'un petit nombre de secteurs particuliers. Une étude de la Harvard Business School, c'est pas des gauchistes, a comparé les volumes exportés et importés par des dizaines de nations par catégorie de produits et sur longue période. Si Ricardo a raison, les nations les plus performantes devraient être les plus spécialisées et les moins performantes, les nations dont l'économie est la plus généraliste. L'ennui, c'est que le Bangladesh, le Pakistan, le Vietnam et l'Algérie ont des économies spécialisées et que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie, l'Allemagne ont des économies complexes. Donc la théorie de Ricardo ne s'applique pas, au moins dans le monde moderne. Cette étude confirme un sentiment intuitif, celui de la force d'une économie généraliste qui lui permet de moins dépendre des crises économiques internationales ou des aléas politiques naturels de tout ordre. La protection de notre avenir passe donc par le maintien de divers types d'activités. D'ailleurs, tout récemment, le gouvernement allemand vient de diffuser une note d'orientation stratégique qui insiste sur la nécessité de maintenir, voire de réimplanter aux frais de l'État allemand des activités diversifiées, y compris des activités manufacturières de main-d'œuvre. Oui, comme au Vietnam. Alors maintenant, comment protéger? Ça va être très simple. Les bons vieux droits de douane. Depuis 1947, la communauté internationale travaille à les faire disparaître. Pourtant, il n'y a rien de plus sensé et surtout de plus politique que les obstacles tarifaires. En fonction du secteur que je souhaite protéger et en fonction de qui je souhaite favoriser ou défavoriser comme fournisseur, j'applique un taux de taxation différent. Je désigne l'ami, je pénalise le concurrent. De plus, c'est applicable à ma frontière et par là, je matérialise ma souveraineté. Alors on prétend que les droits de douane renchérissent le produit importé pour le consommateur final. C'est un peu vrai, c'est tout à fait abusif, mais je n'ai pas le temps de le développer, on verra ça une autre fois. Les normes. Qui maîtrise les normes sanitaires, environnementales, sociales, les standards techniques, détient et exerce la puissance économique. La réciprocité du droit des gens est une vieille règle de la diplomatie. J'applique à mon partenaire sur mon territoire les mêmes règles que celles qu'il m'applique chez lui. Donc tout Chinois qui voudra créer une société en France devra avoir un associé français qui détiendra 51% des parts sociales au moins. Donc un Qatari, un Saoudien créant une société en France devra avoir un sponsor, c'est-à-dire une personne physique de nationalité française résidant en France qui sera garante devant l'État, la justice et le fisc français que son protégé respecte bien toutes les règles locales. Et bien entendu, le sponsor se fera rémunérer pour le service accordé. C'est comme ça que ça marche là-bas, et puis c'est tout. Pour éviter que des secteurs stratégiques ne passent entre des mains étrangères, que les marchés, les brevets, les savoir-faire soient pillés, que les emplois disparaissent, des moyens existent, il y a un décret Montebourg, il y a plein de choses. Encore faut-il que l'État exerce ses prérogatives.
Peuvent de même être supprimées les subventions et les aides publiques aux entreprises qui délocalisent leurs sites de production. Face à certains cas de concurrence déloyale permise par l'optimisation fiscale, la souveraineté fiscale peut être retrouvée. À défaut de taxer les bénéfices, on taxe les chiffres d'affaires. La souveraineté monétaire est capitale. Nous vivons dans un désordre monétaire mondial qui résulte de déficits et d'excédents commerciaux démesurés. Pour financer leur déficit, les États-Unis créent en masse et mettent en masse une fausse monnaie qu'on appelle le dollar américain. Cette fausse monnaie sert à payer les fournisseurs, la Chine notamment, qui, avec ses fonds, achète des châteaux bordelais, des terres agricoles, prend des participations dans des entreprises pour en exploiter les brevets, et les aéroports, tout. Il en va bien entendu de même lorsque nous vendons des entreprises à des capitaux américains. Pour nous prémunir contre les risques d'un effondrement de certaines monnaies, nous devons exiger des règlements en devises autres que le dollar et le yen, voire dans certains cas en or, comme le réclamait le général de Gaulle dans sa conférence du 4 février 1965, qui reste d'une brûlante actualité. Voir archive INA YouTube 4 février 65. Nous devons nous rapprocher des nations Russie et Chine qui travaillent à la dédollarisation des échanges. Nous devons, avec ces mêmes nations, développer un système des règlements internationaux autres que le SWIFT, car le SWIFT nous impose de passer par des chambres de compensation en dollars. Un SWIFT souverain serait un outil de souveraineté. Un mot de l'actualité, vite. Arjo Higgins Security, notre seule usine de fabrication en France de papiers spéciaux sécurisés pour billets de banque, passeports, cartes grises, seul aussi capable d'imprimer des billets de banque, est en liquidation judiciaire sans avoir bénéficié de la moindre période d'observation. Cette société stratégique n'a fait l'objet d'aucune intervention de la Banque de France, ni des ministères de l'économie, de l'Intérieur ou des Affaires étrangères pourtant concernés. Le député de la circonscription reste muet. Il est aux abonnés absents. Un mec qui s'appelle Christian Jacob, chef de groupe LR à l'Assemblée. Nous perdons là un outil de souveraineté politique et économique. Peut-être certains souhaitent-ils qu'un gouvernement français rencontre des difficultés à imprimer des billets, je ne sais pas. La souveraineté monétaire, enfin, va de pair avec la souveraineté juridique, en particulier pour lutter, comme l'a dit Thibault tout à l'heure, contre les prétentions américaines à l'extraterritorialité de leurs lois et décisions de justice. Une entreprise qui a des dollars n'a pas la liberté de les utiliser pour commercer avec un pays, par exemple, sous embargo, même si cet embargo a été décrété unilatéralement par le gouvernement américain et en dehors de toute résolution de l'ONU. Ce sont donc des oukases, version anglo-saxon. Plusieurs de nos banques françaises ont acquitté de lourdes amendes, et même si les faits reprochés avaient été commis hors du territoire américain, à Genève notamment. C'est une des raisons qui militent aussi pour la dédollarisation des échanges internationaux. Donc la frontière juridique sera rétablie. Défendre et conquérir. Parce que protéger, c'est toujours défendre. Ben non. Soutenir que le protectionnisme est toujours une attitude défensive et un repli sur soi est absurde. C'est comme si on disait qu'un char d'assaut, parce qu'il est blindé, protégeait des coups de l'ennemi est par nature une arme défensive. Non. Le char d'assaut est puissant dans l'offensive, meurtrier dans la défensive et agile dans le combat de rencontre. La dédollarisation de l'économie, par exemple, nous permettra non seulement de nous défendre, de défendre nos intérêts, mais aussi de commercer avec les nations libres et de gagner des contrats. L'État stratège investira de manière agressive. Des droits de douane, oui, nous permettront de mobiliser des fonds pour soutenir et reconstruire l'industrie. Des droits de douane de 10% sur les importations textiles coûterait seulement 66 centimes en moyenne, toutes taxes comprises, aux consommateurs français pour un jean. Quand je vous dis que c'est pas cher pour le consommateur final, les droits de douane, 10%. La même taxe rapporterait 3 milliards d'euros par an
et permettrait d'exonérer l'industrie française du textile de toute charge sociale patronale et de baisser ainsi ses prix de gros de 15 à 18%. Ou bien d'investir massivement dans la rénovation d'outils de production. Cela redonnerait du souffle à une filière qui compte plus de 100 000 salariés malgré tout et permettrait de proposer au marché des produits français. Contrairement à la doxa, là je vais en choquer beaucoup, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas grave, contrairement à la doxa, l'avenir de notre économie n'est pas dans les services financiers et les services à la personne. L'avenir d'une société généraliste, d'une économie généraliste solide, est aussi dans les secteurs justement appelés primaires et secondaires, l'agriculture et l'industrie. Et d'ailleurs, parmi les services à plus forte valeur ajoutée réelle et ceux qui sont les plus pérennes, il y a les services à l'agriculture et à l'industrie. Nous pourrions donc consacrer une taxe importante sur les importations agricoles et la malbouffe industrielle au financement de la transformation du système agricole français et au financement national de la recherche, car il faut refonder l'INRA qui a été détruit par nos dirigeants, l'Institut national de recherche agronomique. Il y a une demande intérieure et internationale pour des produits nobles et de qualité. Or, je pourrais vous donner 1000 exemples de ce que nous pouvons faire pour conquérir des marchés et créer de l'emploi si nous avions seulement l'esprit libre et une conception holiste, globale de la société. Libérer l'esprit de la doxa, définir où passe la frontière, voilà le premier pas vers la liberté économique, la souveraineté et la puissance. Ah, où passe la frontière et avec quelle monnaie? Alors, je ne vais pas prendre position ici sur cette nouvelle affaire Dreyfus, qui est en cours à propos des élections. Ce dont je suis persuadé, en revanche, c'est que la mandature du prochain Parlement européen et la mandature de la prochaine Commission de Bruxelles sont la toute dernière chance de l'Union européenne telle qu'elle est. Soit l'Union européenne telle qu'elle est, l'euro et la BCE tels qu'ils sont radicalement transformés, soit ils disparaîtront rapidement sous la pression du réel, car ils ne sont pas des instruments de puissance vae victis.